Et si je vous disais que ce fil invisible que vous avez payé une fortune est en réalité une autoroute lumineuse pour les poissons? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un détail que beaucoup de pêcheurs négligent et qui ruine leur sortie au printemps: la visibilité de votre ligne. C'est un de ces détails qui font toute la différence entre une journée mémorable et une bredouille frustrante. Restez bien avec moi, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien être la raison pour laquelle vos voisins de ponton ramènent du poisson, et pas vous. Et je ne parle pas juste de la vieille guerre entre nylon et fluorocarbone. On va aller bien plus loin. D'ailleurs, pour commencer à chauffer les esprits, dites-moi en commentaire, pour vous, le fluorocarbone est-il vraiment invisible? Balancez vos avis honnêtes, on en reparle à la fin. Alors, pourquoi ce sujet est-il si crucial, surtout au printemps? C'est simple. Au sortir de l'hiver, l'eau est souvent froide et exceptionnellement claire. Il y a moins de plancton, moins de particules en suspension, la visibilité est maximale. Les poissons encore un peu engourdis sont particulièrement méfiants. Ils ont tout le temps d'inspecter votre leurre ou votre appât sous tous les angles. C'est dans ces conditions que le moindre détail suspect, comme un fil trop visible, les fait fuir instantanément. Le problème, c'est que nous, les pêcheurs, on est des créatures d'habitude. On a nos marques de fils préférées, nos diamètres fétiches, et on applique la même recette partout, tout le temps. On a entendu dire que le fluoro est invisible. Alors on en met partout sans se poser de questions. On répète les mêmes gestes, les mêmes montages, sans jamais se demander s'ils sont vraiment adaptés à la situation précise du jour. C'est cette routine qui nous empêche de voir l'erreur évidente qui se trouve au bout de notre canne. Premièrement, brisons une idole. Le fil de pêche totalement invisible n'existe pas. C'est une pure invention marketing. Une belle histoire qu'on nous raconte pour nous vendre des bobines de plus en plus chères. Imaginez un instant, vous êtes un poisson. Votre monde est fait d'eau, de lumière qui filtre, d'ombre qui danse. Pensez-vous vraiment qu'un objet étranger, un filament qui coupe cette lumière, même de manière subtile, puisse passer complètement inaperçu? C'est impossible. Que ce soit du nylon, du fluorocarbone ou n'importe quelle autre technologie, chaque fil a une présence physique. Il réfléchit la lumière différemment de l'eau qui l'entoure. Le but du jeu n'est donc pas de trouver le fil invisible, car cette quête est perdue d'avance. Le véritable objectif, le seul qui vaille, c'est de trouver le fil le moins visible possible dans des conditions données. C'est une nuance énorme. On ne cherche pas la magie. On cherche l'efficacité et le meilleur compromis. Oubliez le Graal de l'invisibilité et concentrez-vous sur la réalité du terrain. Maintenant, un peu de science, mais promis, ça va être simple. Parlons de la physique de la lumière dans l'eau. Tout est une question d'indice de réfraction. C'est un chiffre qui mesure comment la lumière est déviée quand elle passe d'un milieu à un autre, par exemple, de l'air à l'eau, ou de l'eau à votre fil. L'indice de réfraction de l'eau est d'environ 1,33. Plus l'indice de réfraction de votre fil est proche de celui de l'eau, moins il y aura de distorsion lumineuse, et donc moins votre fil sera visible. C'est comme mettre un morceau de verre dans l'air, on le voit très bien. Mettez ce même morceau de verre dans l'eau, il devient beaucoup plus discret. Le principe est exactement le même pour votre ligne. C'est ce concept fondamental qui explique pourquoi certains matériaux sont plus discrets que d'autres. Gardez bien cette idée en tête, car elle est la clé de tout ce qui va suivre. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la physique. Alors, pourquoi tout le monde ne jure que par le fluorocarbone? C'est simple. Son indice de réfraction est d'environ 1,42. C'est bien plus proche de l'1,33 de l'eau que ne l'est celui du nylon, qui tourne autour de 1,52. En théorie, sur le papier, le fluorocarbone dévie donc moins la lumière sous l'eau et devrait être moins visible.
C'est le principal argument de vente, et il est scientifiquement correct. C'est cette quasi-similarité avec l'eau qui lui donne cet avantage de discrétion. Quand vous plongez un morceau de fluoro et un morceau de nylon de même diamètre dans un verre d'eau, la différence est souvent frappante. Le nylon reste clairement visible, tandis que le fluorocarbone semble presque disparaître. C'est ce test simple qui a convaincu des générations de pêcheurs. Mais attention, la réalité de la pêche est bien plus complexe qu'un simple verre d'eau posé sur une table de cuisine. Justement, parlons du piège du fluorocarbone. Croire qu'il est la solution miracle est une erreur monumentale. Premièrement, le fluoro est beaucoup plus rigide que le nylon. Cette rigidité peut nuire à la présentation d'un petit leurre ou d'un appât naturel. Le leurre ne nagera pas de la même manière. Deuxièmement, il a beaucoup plus de mémoire. Si vous le sortez d'une bobine, il aura tendance à garder sa forme en spirale, ce qui n'est pas idéal. Troisièmement, bien qu'il soit discret, il n'est pas invisible. Sous certains angles de lumière, notamment avec un soleil éclatant, sa densité plus élevée peut le rendre brillant, voire plus visible qu'un nylon de bonne qualité. Et enfin, son principal défaut, son prix. Il coûte souvent 2 à 3 fois plus cher que le nylon. Beaucoup de pêcheurs se ruinent en fluoro en pensant acheter la discrétion absolue, alors qu'ils n'achètent qu'un avantage partiel, qui ne s'applique que dans certaines conditions spécifiques. C'est un excellent outil, mais pas l'outil universel. Et le nylon dans tout ça? A-t-il été condamné à tort? Je pense que oui, en partie. On l'a tellement opposé au fluorocarbone qu'on en a oublié ses qualités exceptionnelles. Sa souplesse, par exemple, est un avantage énorme pour la présentation des petits leurres. Il a aussi une certaine élasticité qui agit comme un amortisseur et pardonne les erreurs lors du combat, limitant les décrochages. Certes, son indice de réfraction le rend plus visible, mais les fabricants ont fait des progrès incroyables. Il existe aujourd'hui des nylons, ou plutôt des copolymères, traités avec des revêtements en fluorocarbone. Ces fils hybrides offrent un excellent compromis. Ils sont souples, résistants à l'abrasion et beaucoup plus discrets que les nylons d'antan. Pour un prix bien inférieur à celui d'un 100% fluoro, vous pouvez avoir un fil extrêmement performant qui, dans de nombreuses situations, ne fera absolument aucune différence sur le nombre de touches. Passons maintenant à un aspect souvent sous-estimé, la couleur du fil. On pense instinctivement que transparent est le meilleur choix. C'est une erreur. Dans certaines conditions, un fil teinté peut être bien plus discret. Pensez-y. Dans une eau un peu tourbeuse, verdâtre, un fil avec une teinte verte ou marron se fondra bien mieux dans le décor qu'un fil transparent qui risque de briller. La fameuse théorie du fil rouge aussi. On dit que le rouge est la première couleur du spectre lumineux à disparaître sous l'eau. Passé quelques mètres de profondeur, un fil rouge deviendrait donc gris et très peu visible. C'est une théorie intéressante, bien que débattue. L'idée à retenir, c'est que la transparence n'est pas la seule voie vers la discrétion. Il faut observer la couleur de l'eau dans laquelle vous pêchez. La prochaine fois, au lieu de prendre le fil Crystal Clear par défaut, demandez-vous si une teinte vert d'eau ou brun ne serait pas un choix plus judicieux. Je vous propose une expérience toute simple à faire chez vous, ce soir. Prenez un grand bocal ou un vase en verre transparent. Remplissez-le d'eau. Ensuite, prenez des morceaux de tous les fils que vous avez, votre nylon habituel, votre fluoro hors de prix, une tresse, etc. Plongez-les dans le bocal. Maintenant, observez-les sous différents éclairages. Mettez le bocal devant une fenêtre, puis dans une pièce plus sombre. Éclairez-le avec une lampe de poche par-dessus, puis par le côté. Placez une feuille de papier blanche derrière, puis une feuille noire. Vous allez être surpris. Vous verrez que selon l'angle de la lumière et la couleur de fond, le fil le plus invisible n'est pas toujours celui que vous croyez. Un fil peut sembler disparaître sur fond clair et devenir une ligne noire évidente sur fond sombre.
Ce petit test vous apprendra plus de choses sur la visibilité de vos lignes que n'importe quel discours marketing. Voici une question provocatrice. Le diamètre est-il plus important que le matériau? Dans beaucoup de cas, la réponse est oui. Un fil fin sera toujours plus discret qu'un fil épais, peu importe sa composition. Je vois souvent des pêcheurs utiliser un bas de ligne en fluorocarbone de 35 centièmes pour pêcher la perche en eau claire en se disant « c'est du fluoro, donc c'est invisible ». C'est une grave erreur. Un nylon de haute qualité en 22 centièmes sera infiniment plus discret dans cette situation. Le poisson ne verra pas un matériau, il verra une chose. Et plus cette chose est grosse, plus elle est suspecte. L'obsession pour la résistance nous pousse souvent à surdimensionner nos lignes. Au printemps, en eau claire, il faut avoir le courage de descendre en diamètre. C'est un pari, bien sûr. Il faut un frein bien réglé et de la douceur dans le combat. Mais c'est souvent le prix à payer pour déclencher des touches que vous n'auriez jamais eues avec un câble. Il y a un coupable auquel on ne pense presque jamais, l'ombre du fil. C'est un véritable tueur silencieux, surtout par temps ensoleillés en pêchant dans peu d'eau. Imaginez la scène. Vous pêchez une bordure à truite, il y a 50 cm d'eau, le soleil tape fort. Votre ligne, même si elle est très discrète, dans l'eau, projette une ombre fine et mobile sur le fond de sable ou de gravier. Pour un poisson à l'affût, cette ombre qui bouge est un signal d'alarme aussi puissant qu'un gyrophare. C'est contre nature, c'est un signe de danger. Le poisson ne voit peut-être pas votre fil, mais il voit son ombre danser juste au-dessus de sa tête. Dans ces conditions, même le meilleur fluorocarbone du monde ne vous sauvera pas. La seule solution est de pêcher avec le soleil de face si possible, pour que l'ombre soit projetée derrière la ligne, ou de privilégier les journées nuageuses où les ombres sont diffuses et beaucoup moins marquées. Pour comprendre tout ça, il faut essayer de se mettre à la place du poisson. Les poissons ne voient pas le monde comme nous. Leur vision est adaptée à leur environnement aquatique. Ils perçoivent très bien les contrastes et les mouvements. Mais ils n'ont pas que leurs yeux. Ils ont un organe sensoriel incroyable, la ligne latérale. C'est une sorte de sonar qui leur permet de détecter les moindres vibrations dans l'eau. Un fil, surtout s'il était rigide et de gros diamètre, peut créer des micro-vibrations en fendant l'eau lorsque vous ramenez votre leurre. Le poisson peut ressentir cette vibration bien avant de voir le fil. C'est particulièrement vrai pour les poissons comme le sandre, qui chassent beaucoup grâce à cet organe. La discrétion, ce n'est donc pas seulement une affaire visuelle, c'est aussi une affaire de vibration. Un fil souple et fin est non seulement moins visible, mais il est aussi plus silencieux dans l'eau. Prenons une situation concrète que j'ai vécue il y a quelques semaines. Pêche de la truite dans une petite rivière de première catégorie. L'eau était basse et transparente comme du gin. J'étais avec un ami, un excellent pêcheur, mais un adepte du tout fluoro tout le temps. Il pêchait avec un bas de ligne en fluorocarbone de 20 centièmes. Moi, j'avais opté pour un nylon très souple en 16 centièmes. Nous pêchions les mêmes postes, avec les mêmes petits leurres. Le résultat a été sans appel. J'ai fait 5 poissons, il n'a eu qu'une seule touche timide. Il voyait les truites suivre son leurre, puis faire demi-tour au dernier moment. Elles étaient clairement alertées par quelque chose. Après 1 heure, je l'ai convaincu de passer sur mon nylon plus fin. 5 minutes plus tard, il prenait sa première truite. La différence n'était pas le matériau en soi, mais la combinaison d'un diamètre plus fin et d'une plus grande souplesse, qui rendait la présentation globale beaucoup plus naturelle. La météo et la luminosité sont vos pires ennemis ou vos meilleurs alliés. Une magnifique journée de printemps avec un grand soleil et un ciel bleu sans nuages, c'est peut-être agréable pour le pêcheur, mais c'est un cauchemar pour la discrétion. La lumière pénètre profondément dans l'eau et fait ressortir le moindre défaut de votre montage. Chaque micro-rayure sur votre fil va accrocher la lumière et créer un flash. Votre émerillon, votre agrafe, tout devient une boule à facettes. À l'inverse, une journée grise, avec un ciel couvert
et une petite brise qui ride la surface de l'eau, c'est le scénario idéal. La lumière est diffuse, les ombres sont inexistantes, la surface brouillée empêche le poisson de bien voir ce qui se passe au-dessus. Dans ces conditions, vous pouvez vous permettre un fil légèrement plus gros, sans que cela ne pose de problème. La leçon à retenir: ne choisissez pas votre fil chez vous le soir, mais observez le ciel et l'eau une fois sur place. L'adaptation est la clé. L'angle du soleil change absolument tout. C'est un détail que 99% des pêcheurs ignorent. Imaginez que vous pêchez face au soleil. La lumière vient vers vous. Votre fil est donc à contre-jour pour le poisson qui regarde dans votre direction. Dans cette configuration, n'importe quel fil, même le meilleur fluoro, va apparaître comme une ligne sombre et très nette qui se découpe sur un fond lumineux. C'est le pire scénario possible. Maintenant, imaginez la situation inverse. Vous avez le soleil dans le dos. La lumière éclaire la face du fil qui est visible par le poisson. C'est là que les propriétés du fluorocarbone sont les plus efficaces, car il va absorber une partie de cette lumière et se fondre dans l'environnement. Moralité: si vous le pouvez, essayez toujours de vous positionner pour avoir le soleil dans le dos ou de côté. Si vous êtes obligé de pêcher face au soleil, il est encore plus crucial de descendre au diamètre le plus fin possible. Parlons du bas de ligne. Pour tous ceux qui pêchent en tresse, c'est votre seule et unique chance d'être discret. La tresse est formidable pour sa résistance et sa sensibilité, mais elle est totalement opaque et extrêmement visible sous l'eau. Relier directement sa tresse à un leurre en eau claire, c'est comme arriver à un rendez-vous galant en bleu de travail sale. Votre bas de ligne, que ce soit en nylon ou en fluoro, est votre costume du dimanche. C'est lui qui fait la transition entre votre corps de ligne, qui doit être solide, et le leurre, qui doit paraître naturel. La qualité de ce bas de ligne et surtout la qualité du nœud de raccord que vous utilisez sont absolument capitales. Un nœud mal fait ou trop volumineux peut être aussi rédhibitoire que le fil lui-même. C'est le point de connexion entre la force brute et la finesse. Ne le négligez jamais. Quelle longueur pour ce fameux bas de ligne! Voilà encore un sujet de débat sans fin au bord de l'eau. Beaucoup de pêcheurs se contentent de 50 ou 60 cm en se disant que c'est suffisant. C'est une erreur, surtout en eau très claire et pour des pêches lentes. Pensez aux sandres qui pêchent à la verticale. Si vous avez un bas de ligne court, votre tresse de couleur vive va passer juste au-dessus de sa tête, quelques secondes avant le leurre. C'est un signal d'alarme énorme. Dans ces conditions, il ne faut pas hésiter à utiliser des bas de ligne de plusieurs mètres. Oui, plusieurs mètres. Parfois, je monte des bas de ligne qui font 2 fois la longueur de ma canne. C'est plus compliqué à lancer, bien sûr, mais la discrétion que vous gagnez est incomparable. En règle générale, dites-vous, plus l'eau est claire et plus les poissons sont méfiants, plus votre bas de ligne doit être long. Il est évident qu'il faut adapter son fil à sa technique de pêche. Vous n'allez pas utiliser la même approche pour pêcher le brochet au big bait dans une eau teintée et pour pêcher à la mouche sèche en rivière. Pour une pêche de fond, où votre ligne repose sur le substrat, la visibilité est moins critique que la résistance à l'abrasion. Un bon nylon costaud peut être parfait. Pour une pêche entre 2 eaux au leurre souple, où le poisson a tout le loisir d'examiner votre montage, la discrétion est la priorité numéro 1. C'est là que le fluorocarbone ou un copolymère très fin prend tout son sens. Pour les pêches de surface, la flottabilité du fil devient un critère important. Le nylon flotte ou reste en suspension, tandis que le fluorocarbone coule. Utiliser un fluoro pour pêcher au popper est une hérésie, car il va tirer votre leurre vers le fond et brider son action. Chaque technique a ses propres exigences.
La ligne universelle n'existe pas. Un fil de pêche, ça s'use. Et un fil usé, c'est un fil qui devient visible. Imaginez votre bas de ligne en fluorocarbone, si lisse et si discret quand il est neuf. Après quelques heures de pêche, il a frotté sur des cailloux, des branches, peut-être même les dents d'un poisson. Sa surface est maintenant couverte de micro-rayures. Chacune de ces rayures est une facette qui va accrocher la lumière et la réfléchir dans toutes les directions. Votre fil qui était quasi invisible se transforme en guirlande de Noël. C'est pourquoi il est absolument crucial de vérifier son bas de ligne très régulièrement en le faisant glisser entre le pouce et l'index. À la moindre sensation de rugosité, au moindre point d'accroc, n'hésitez pas. Coupez et refaites le nœud. Ces 30 secondes passées à refaire un bas de ligne peuvent vous sauver une journée de pêche. Un fil neuf et lisse est votre meilleur atout. Je me souviens d'une discussion avec un vieux pêcheur au bord d'un lac de barrage. L'eau était d'une clarté incroyable. Je galérais à faire mordre les perches avec mon montage ultra technique en fluorocarbone. Lui, à côté, sortait un poisson toutes les 10 minutes. Intrigué, je me suis approché. Son montage était d'une simplicité désarmante. Un vieux nylon d'une marque inconnue, directement noué sur une petite cuillère tournante. Je lui ai demandé son secret. Il a souri et m'a dit « Vous, les jeunes, vous vous compliquez la vie avec vos fils invisibles. Moi, mon fil, il est vieux, il est souple et surtout, il est fin. Le poisson, il s'en fiche de la marque. Il voit un truc qui brille et qui bouge. Si le fil à côté est gros comme une corde à sauter, il se méfie. S'il est fin comme un cheveu, il attaque. » Cette leçon de simplicité m'a marqué. Il avait tout résumé. La finesse et la bonne présentation priment souvent sur la technologie de pointe. Parlons argent. Le coût de la discrétion. Une bobine de 100 mètres de fluorocarbone de grande marque peut coûter 30, 40, voire 50 €. Une bobine de nylon de très haute qualité de 300 mètres vous coûtera peut-être 15 €. Est-ce que la différence de prix est justifiée par la différence de performance? Ma réponse est rarement. Pour 80% des situations de pêche, un excellent nylon ou un copolymère fera aussi bien, voire mieux, qu'un fluorocarbone pour une fraction du prix. L'argent que vous économisez sur le fil, vous pouvez l'investir dans de bons hameçons, de bons leurres ou simplement dans l'essence pour aller à la pêche plus souvent. Le fluorocarbone est un produit de luxe, un outil de spécialiste pour des conditions extrêmes. En faire son standard de tous les jours, c'est souvent jeter l'argent par les fenêtres et se priver des avantages d'autres fils plus polyvalents et économiques. En guise de synthèse, quel est donc le compromis ultime? Il n'y en a pas un seul, mais plusieurs. Le pêcheur intelligent n'est ni un pro-nylon ni un pro-fluoro. C'est un pêcheur qui a les deux dans sa boîte et qui choisit en fonction des conditions. Pour la plupart de vos pêches en eau claire, un bas de ligne en nylon copolymère de nouvelle génération, très fin et souple, sera un choix fantastique, économique et terriblement efficace. Gardez le fluorocarbone pour les situations vraiment spécifiques, des eaux cristallines, des poissons ultra éduqués et des pêches où la résistance à l'abrasion est la priorité absolue. L'idée la plus importante à retenir est celle-ci. Arrêtez de chercher le fil magique. Apprenez plutôt à observer l'eau, la lumière, le comportement des poissons, et choisissez le fil qui représente le meilleur équilibre entre discrétion, résistance, souplesse et budget pour cette situation précise. C'est ça la vraie expertise. Voilà, on arrive à la fin. Pour résumer, le fil parfait n'existe pas. L'idée d'un fil totalement invisible, c'est du marketing, une chimère. La vraie clé, c'est de comprendre que la discrétion est un jeu de compromis permanent entre le matériau, le diamètre, la couleur, la souplesse et surtout, les conditions de pêche du moment. Le plus gros choc dans tout ça, le véritable voilà le truc, ce n'est pas de découvrir que le fluorocarbone n'est pas magique. Non, c'est de réaliser que parfois,
Un bon vieux nylon bien choisi, fin et souple, peut être bien plus pêchant et vous faire prendre plus de poissons. On a diabolisé le nylon pendant des années pour de mauvaises raisons, aveuglés par le marketing du fluoro. Comprendre cela, c'est se libérer des dogmes et recommencer à réfléchir comme un vrai pêcheur, en s'adaptant au lieu de suivre une recette toute faite. Merci mille fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a bousculé quelques-unes de vos certitudes, mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains mythes qu'on va démolir ensemble. Et maintenant, la question qui tue. Après avoir entendu tout ça, allez-vous changer quelque chose à votre montage pour votre prochaine sortie? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires.